Bien, donc bonjour à tous et merci à ceux qui viennent de nous rejoindre ce matin donc pour ce deuxième webinaire du programme Impulsion 2021 qui cette fois-ci donc est intitulé Quelles actions pour une exploitation et une maintenance réussie. Donc on est ensemble pour 1 heure ce matin pour échanger sur des retours d'expérience interne de l'institution sur ces sujets-là. Avant de démarrer et de vous présenter nos participants, quelques éléments sur ce webinaire. Donc, normalement, les micros et caméras de chacun sont coupés pour voilà, qu'on puisse présenter les choses avec nos intervenants. N'hésitez pas tout au long du webinaire à poser vos questions et à les écrire dans le chat dès le moment où vous avez la question en tête pour pas l'oublier. On les traitera ensemble à la fin du temps d'échange. Et puis, ce webinaire donc, est enregistré. Et donc, on diffusera donc, aux participants, à ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre également, la vidéo ainsi qu'un compte-rendu qui reprendra notamment les réponses aux questions qui seront posées. Donc, voilà pour l'introduction. Donc, aujourd'hui, pour ceux qui étaient là la première fois, on a un format un petit peu différent de webinaire en format plutôt table ronde. Donc avec nos 3 intervenants qui vont pouvoir répondre ensemble à plusieurs questions et aussi échanger sur voilà, des pratiques différentes ou au contraire similaires qui peuvent apparaître selon les organismes. Donc ce matin, nous avons donc Carole Billon, secrétaire générale de la CAF des Yvelines, qui interviendra avec nous. Hervé Guillaume, responsable du service ressources immobilières et logistiques de la CARSAT de Normandie. Et puis Frédéric Tröstler de Lucans qui également nous donnera des compléments et une vision aussi sur les sujets qu'on va aborder ensemble. Donc, merci à tous d'être là. Merci aux intervenants pour ce temps. Et puis, dans ce cas-là, je vais vous proposer de commencer. Avec le premier enjeu, la première question qu'on va aborder ensemble, qui est la question de l'équipe, de l'organisation de l'équipe qu'on peut mettre en place en interne pour gérer ces sujets d'exploitation et de maintenance. Et je vais commencer à poser la question à Hervé, qui puisse nous partager l'organisation et le fonctionnement de ces enjeux pour la CARSAT de Normandie. Bonjour à tous. Alors moi, je vais vous présenter un peu ce qui se passe chez nous à la CARSAT Normandie. Maintenant, c'est pas forcément la bonne réponse pour la question posée, mettre en place l'exploitation, la maintenance et quelle équipe est la plus adaptée. Je sais pas. La mienne, c'est une équipe de vrais professionnels, de vrais techniciens. Il y a un responsable de l'équipe technique et 5 techniciens qui s'occupent particulièrement du siège. Qui fait 27 000 m² et 7 000 m² en Saône. Et on a bien sûr des agences dans les 5 départements, et là, elles sont gérées par des points d'entrée, une technicienne qui récupère toutes les demandes des agences, et puis une autre personne qui gère tout ce qui est aménagement des agences extérieures. Alors, nos techniciens, ce sont, je disais, de très bons techniciens. Ils ont généralement un bac +2 en électrotech ou en thermique, en génie thermique. Ils ont aussi des formations sur l'amiante, parce qu'on a un bâtiment qui a été construit en 1980 et on est vraiment confronté tous les jours avec cette problématique. Moi, je suis très content de mon équipe technique parce que pour avoir discuté avec d'autres collègues, ce ne sont pas des peintres, ce sont vraiment d'excellents techniciens. Ça veut dire qu'ils sont en capacité de détecter les pannes, de conduire toute l'installation. Ça ne veut pas dire pour ça qu'on n'utilise pas de sociétés de maintenance qui viennent pour faire des choses particulières, mais ils connaissent parfaitement les installations. J'insiste bien sur ce point-là parce que ça veut dire qu'ils sont en capacité de surveiller les entreprises extérieures qui viennent, soit pour réhabiliter, soit pour faire des travaux neufs. Et ils ont une exigence importante par rapport à ces travaux parce qu'ils vont ensuite les maintenir. Et je pense que ça, c'est un point très fort dans notre organisation. Le point le plus délicat, je pense, c'est quand même que ce sont des techniciens qui sont rentrés techniciens, qui sont rentrés niveau 3, qui sont passés niveau 4, certains sont passés niveau 5A. Mais l'évolution de carrière, même si elle existe un peu au point de vue salarial, ils font toujours le même métier du début à la fin, et les garder motivés sur toute une carrière, je pense que ça, c'est une vraie problématique pour nous. Voilà.
Merci Hervé. Carole, de votre côté, sur votre fonctionnement. Oui, bonjour, bonjour à tous, et puis merci à tous ceux qui sont présents. À la Cave des Yvelines, donc pour faire un peu le parallèle avec Hervé, donc nous on a 13 000 m² de surface d'exploitation, on a un siège social à Versailles de 7 000 m² et une très grande agence à Mantes-la-Jolie de 5 000 m². On a après 7 accueils partagés, CAF CEPAM, CAF Conseil départemental, et à peu près une vingtaine de permanences. Alors mon équipe elle est toute petite. Moi j'ai 2 gestionnaires de patrimoine niveau 5B, 2 logisticiens niveau 4 et un manager niveau 6. On a fait le choix depuis début 2019 de prendre un prestataire de facility management. Donc précédemment à ce choix, on avait à peu près la même équipe, qui était un peu plus cossue quand même, avec des départs en retraite qui se sont accélérés. Mais on avait quand même une petite équipe qui gérait à peu près une trentaine de contrats avec des prestataires extérieurs, donc plombiers, maintenance technique, chauffagiste, technicien ascenseur, etc. Et donc c'était une vraie problématique d'avoir 30 contrats différents, de connaître tous les CCTP de ces 30 contrats, de pouvoir dialoguer avec tous les prestataires. Et donc, à un moment donné, on s'est retrouvé dans l'incapacité de faire ce suivi détaillé, parce que forcément, quand un plombier intervient, dans la plupart du temps, il va bien réparer, mais parfois, il y a des incidents, donc il faut suivre de près. Donc, on s'est dit, bon, si on va essayer le facility management. Et on avait une autre problématique aussi avec ces 30 contrats à gérer, c'est qu'on ne trouvait pas forcément de prestataires avec une qualité technique. Même si on est dans les Yvelines, que c'est que des grandes villes, hein, Versailles, Saint-Germain, Sartrouville, etc., ça n'empêche qu'on n'a pas toujours la possibilité de trouver un bon plombier disponible. Parce que des bons plombiers, il y en a, on est d'accord. Mais encore faut-il qu'ils soient disponibles. Et du coup, ça nous a aussi conforté dans ce choix du facility management et de se dire, on a peut-être intérêt à prendre un prestataire qui a l'habitude, qui connaît des techniciens, des mainteneurs, et qui va donc, lui, avec ses différentes sous-traitances, nous apporter cette qualité technique qu'on recherche. Voilà. Et donc, au niveau du facility management, le prestataire, lui, il a 3 personnes à demeure dans nos bâtiments. Il y a un manager et 2 techniques. Voilà, pour la Cave des Yvelines, pour les équipes en place. Merci à tous les deux pour cette présentation de vos équipes. Alors effectivement, on l'a vu, de 2 organisations un peu différentes. On va continuer d'échanger sur ce sujet en parlant notamment d'un aspect important qui est la formation. La formation pour ces équipes qui ont des profils différents, qui ont aussi des enjeux différents à traiter, à la fois des enjeux de formation technique, mais aussi de formation justement à interagir avec tous ces interlocuteurs qu'ils peuvent avoir sur les sujets de maintenance et d'exploitation. Peut-être Hervé, pour commencer, quelles sont justement voilà, ces formations que vous avez en tête, celles que vous aimeriez faire et pour que tout le monde soit... Les formations que j'ai en tête qui me paraissent les plus prégnantes actuellement, j'ai notamment 2 référents techniques amiante, parce que pour nous, l'amiante, c'est un sujet de tous les jours. Donc, j'ai vraiment 2 super techniciens qui ont bien les agréments pour être référents techniques amiante. Après, ils ont aussi des formations sur AutoCAD parce que c'est aussi eux qui font les plans d'aménagement, etc. Ils ont toutes les formations sur le matériel, dès qu'on met du matériel nouveau, ils ont forcément des formations sur ce matériel-là. C'est principalement ça, hein, mais ça reste généralement des formations techniques. J'aurais besoin, moi, de mes techniciens de plus de formalisme quand ils font quelque chose, parce que ça, je sais qu'ils font les choses, mais quand on cherche une trace de ce qui est fait, ça pêche un peu de ce côté-là. Je pense que pour Carole, c'est peut-être beaucoup plus simple, parce que, il y a peut-être des outils plus sophistiqués. Nous, on manque un petit peu d'outils de suivi, quoi. On n'a pas de GMAO, on n'a pas tout ça. Donc, on bénéficie de l'excellente connaissance de l'équipe technique, de ce qu'ils ont dans la tête, mais on manque de traces et preuves. Carole, pour compléter votre point de vue. Oui, alors j'ai les 2 mêmes problèmes qu'Hervé, hein, le technique, mais aussi le rédactionnel.
Mais la nouveauté avec le Facility Management, c'est le relationnel. Il y a aussi cette dimension-là. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met systématiquement nos gestionnaires de patrimoine dans le cadre, on les inscrit dans la formation UCANS gestionnaire de patrimoine, qui est assez complète. Alors, elle est technique, elle sensibilise à l'écrit, mais peut-être que Frédéric pourrait nous en parler un petit peu plus. Voilà. Et donc, il faut s'y connaître quand on a du facility management. Il faut comprendre le technique. Donc, c'est très important de se maintenir à jour. Par exemple, on a la chance d'avoir un bâtiment neuf à Versailles. On a une climatisation ultra moderne. Il a fallu se former sur la marque. Donc, dans le cadre d'une installation, on a la chance de pouvoir avoir au moins l'installateur en dialogue dans les premiers mois quand on est en livraison et en réserve. Voilà, mais c'est vrai que le technique est très important. Il y a l'écrit qui désormais, lorsqu'on est en facility management, est une étape indispensable parce que on a des audits qui sont obligatoires si on veut bien suivre tous les prestataires et le travail du facility management. Et comme je vous le disais, on a désormais le relationnel parce qu'on a en face 3 nouvelles personnes qui ne sont pas forcément de la maison, qui donc hiérarchiquement ne nous sont pas rattachés. Il faut dialoguer, comprendre comment ils fonctionnent, pouvoir parler technique avec eux, comprendre leurs craintes, leurs contraintes. Par contre, quand il faut y aller, qu'il faut mettre des pénalités, il faut aussi le faire. Voilà, donc il y a un équilibre technique, écrit et relationnel. Et si je peux me permettre, j'ajouterais, il y a aussi un volet sécurité qui est très important pour nous. C'est tout ce qui est rédaction de plans de prévention, qui est globalement chronophage, qui généralement on retombe un petit peu dessus parce que l'équipe technique n'est pas trop à même de vouloir prendre en charge cette partie-là, qui est aussi une contrainte aujourd'hui, pas une exigence de notre CSSCT qui est de plus en plus présente et qu'il faut gérer, à mon sens, plus qu'avant. Donc, je ne sais pas si c'est uniquement pour moi, parce que j'ai un CSSCT qui est peut-être un peu exigeant, ou si beaucoup de gens sont concernés par là, mais je pense que c'est un point aussi qu'il faut qu'on mette en place le mieux possible. Oui, je pense qu'Hervé a raison de soulever cette compétence-là. Moi, j'appelle cette compétence-là traducteur. C'est-à-dire que mes gestionnaires patrimoine et mes logisticiens, ils font le tampon entre ce qu'exige la commission de sécurité et de santé au travail, donc c'est la CSSCT, mais aussi les utilisateurs. Parce que les utilisateurs, ils ont des exigences. Quand on a du facility management, on peut un peu dégager du temps pour être à l'écoute des utilisateurs, je dis un peu, pour comprendre les nécessités de confort, comprendre aussi les nécessités d'hygiène, parce qu'il y a aussi des exigences de ce côté-là. Et là, c'est tout le rôle du CSSCT. Et pouvoir les traduire en contraintes techniques auprès du facility management. Vous voyez, cette espèce de traduction liaison, à faire. Oui, mais en matière de relations, le problème c'est qu'on touche un peu à l'intime du fonctionnement du bâtiment, et il faut savoir avoir une relation avec ses prestataires ou avec ses équipes pour que les choses aillent bien, mais il faut pas tomber non plus dans, excusez-moi du terme, un petit peu le copinage. Parce qu'au bout d'un moment, ça brouille le message et on n'est plus capable de dire, par exemple, pour Carole, dire à son facility manager, mais attendez, là, lui, il n'a pas fait son boulot, là. Donc, il y a une certaine proximité, mais une certaine distance à garder. C'est pas forcément quelque chose d'évident. C'est pour ça qu'après, on va parler de d'autres choses, mais qu'un cahier des charges bien bâti qui donne vraiment un cadre de relation avec un prestataire extérieur, c'est quand même super important. Oui, mais de même, il faut aussi faire le parallèle avec nos clients internes, parce que en fait, tout ça touche au savoir-être. Et
Moi, j'ai la chance d'avoir un responsable d'équipe technique et puis mes 2 personnes qui sont les points d'entrée pour les relations avec les agences extérieures, qui ont une très bonne écoute, qui savent faire la part des choses, qui savent prendre en compte les difficultés aussi de nos clients internes, qui ont des exigences en termes de surface, en termes de délai. Et c'est pas forcément simple, en plus en fonction de la personnalité aussi de ces demandeurs. C'est pas non plus toujours simple, mais c'est aussi ce qui fait la richesse de notre métier. C'est aussi un point fondamental à prendre en compte. On a aussi par rapport aux fournisseurs des gens avec lesquels ça se passe très bien, puis d'autres sur lesquels c'est plus compliqué au niveau de la relation. Bon, mais ça, c'est la vie, quoi. Mais oui, c'est un point important. De toute façon, il faut prendre en compte ces choses-là. Tout à fait. Faut pas oublier que même si on a du facility management, c'est un prestataire. Donc il est soumis à un cahier des charges, il a des obligations à remplir. Et donc, si le copinage commence à arriver un peu trop, il faut se dire, ah, ça va être le temps de l'audit là. On va s'y mettre. Oui, ça peut passer par des audits ou simplement de mettre un tout petit peu de distance de nouveau dans la relation. C'est souvent ce qu'on voit, par exemple, pour des organismes peut-être même plus modestes ou des autres, même à l'extérieur de l'institution, où le responsable un peu de la maintenance va être très copain avec son chauffagiste et que c'est limite, ils vont pas boire un coup au bistrot après. Ça, par contre, c'est le genre de choses, c'est à éviter. C'est quand même un prestataire qu'on paye pour une certaine prestation et avec lequel il faut avoir un dialogue sain. Parce que quand ces relations sont un peu brouillées, ça devient compliqué de lui dire, mais non, mais là, non. C'est pas ce qu'on attendait. On attendait que l'installation fonctionne tout le temps. Ouais, pour moi, c'est pas un vrai problème ce genre de choses, parce on n'a pas cette difficulté-là en interne, quoi. Les relations sont très saines, sont très claires, très professionnelles. Il n'y a pas de bistrot en face en plus, donc comme ça, on est tranquille. Non, je donnais cet exemple Hervé, mais c'était plus par rapport à des prestataires extérieurs. À l'intérieur, Mais nous, dans on a aussi des l'organisation prestataires interne. extérieurs. On a aussi beaucoup de prestataires extérieurs, hein. On a les gens qui font la maintenance des ascenseurs, la maintenance du système anti-intrusion, du système de sécurité incendie, des portes automatiques, de la terrasse, enfin des choses comme ça. Non, non, on a aussi des prestataires extérieurs, mais cette relation-là me paraît pas trop difficile à gérer. En tout cas, mes techniciens, moi, Ils savent comment gérer. ils savent le faire. Alors maintenant, ils ne maîtrisent pas complètement tous ce qui est contenu dans les marchés. Ça peut être une difficulté. Bon, mais j'ai la chance d'avoir le responsable technique et son adjoint qui, eux, connaissent très bien les marchés. Enfin, je pense que j'ai su impulser cette dimension-là. Donc, je n'ai pas non plus cette difficulté-là. Elle peut exister, mais je ne l'ai pas au quotidien. Alors moi j'ai eu ce problème-là, mais qui n'était pas du tout dans le copinage, au contraire. Ils se détestaient. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, le problème, il était que le relationnel n'était juste que la couche visible de l'iceberg, et qu'en réalité, le problème était bien plus profond, parce que la première équipe de facility management qui a été mise en place, techniquement, elle n'était pas à la hauteur du cahier des charges. Et on a mis du temps à s'en rendre compte, parce que forcément, la première année, en fait, en facility management, vous avez vos contrats, vos 30 prestations qui petit à petit basculent. En fonction de la date d'échéance du dernier contrat, elles n'étaient pas aux mêmes dates d'échéance. Donc, vous voyez, petit à petit, le prestataire de facility va prendre la plomberie, il va prendre les ascenseurs, il va prendre la maintenance de la sécurité incendie, etc. Et au fur et à mesure qu'on est avancé dans le technique, on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Et donc, au bout de 6 mois, on a demandé à changer d'équipe. Donc, effectivement, il faut avoir une écoute sur le relationnel. C'est très important. Mais j'allais dire, Carole, petite question par rapport à ça. Pas à la hauteur, dans quel sens? La surveillance n'était pas faite telle que le cahier des charges l'exigeait. Ok. Ouais, donc c'est vraiment une question que l'organisation qui était prévue et les personnes n'étaient pas assez sérieuses pour suivre tout ce que vous n'avez pas la connaissance. Tu leur avais confié. Exactement. Vous n'avez pas la connaissance tout simplement technique. Le CCTP exige, je sais pas, il n'y a rien qui me vient là tout de suite.
tel niveau de performance, et puis c'était pas fait au niveau qui était exigé par le cahier des charges. Oui, parce Donc, que finalement, ce que tu dis, c'est ce que tu dis, ça reste un prestataire, et il faudra quand même que ce soit quelque chose qui soit suivi et qu'on connaisse aussi son marché exactement, et ça c'est très en tant que important. gestionnaire. Hervé l'a souligné tout à l'heure, et c'est vraiment la clé, quelle que soit d'ailleurs l'organisation. Qu'on ait des prestataires externes, c'est normal. Qu'on ait un facility management, pourquoi pas. Le cahier des charges technique, il faut vraiment le maîtriser et demander aux équipes de le maîtriser, leur laisser le temps de le maîtriser, éventuellement, pourquoi pas les former, soit sur du technique, soit sur qu'est-ce que c'est qu'un cahier des charges marché public. Donc ce sont des formations complémentaires qu'il ne faut pas hésiter à apporter à nos collaborateurs. Et moi, quand un prestataire extérieur vient, il est accueilli et il est accompagné le plus possible par les techniciens, bien sûr en fonction des contraintes qu'on a au moment donné, mais c'est pas entrer et puis repartir comme vous voulez sans qu'on contrôle ce qui a été fait, quoi. Alors ça dépend forcément du type de maintenance, mais on est un petit peu pénible avec les prestataires extérieurs. Alors maintenant, ils sont tous heureux de revenir, il n'y a aucun problème. Merci pour ces éléments. Justement, on a commencé à parler de ces outils mis en place pour gérer l'exploitation de la maintenance, notamment des CCTP que vous commenciez à évoquer. Peut-être Carole, pour continuer sur ces éléments-là d'outils mis en place, de Rex aussi sur ces outils que vous avez pu développer pour suivre l'exploitation de la maintenance. Je vous Oui. laisse la parole là-dessus. Alors, au niveau des outils, le premier, on en a parlé, il est fondamental. Le premier outil, c'est le cahier des charges technique. C'est le CCTP, quelle que soit la matière. C'est fondamental de prendre le temps de l'écrire. Il faut vraiment réfléchir à son besoin technique, étudier ses machines, décortiquer le technique, y réfléchir. Donc là, moi, j'ai la chance d'avoir des gestionnaires de patrimoine et des logisticiens, enfin la petite équipe que j'ai, et notamment le manager, qui ont pris ce temps-là. Quand on a fait le choix stratégique de se dire, allez, on se lance dans le facility management, on a pris presque 6 mois pour écrire le CCTP. Parce qu'on a décortiqué point par point les anciens contrats, et on a décortiqué point par point nos installations techniques. Et on s'est dit, là, on va exiger ça. Sur les portes automatiques, on a telle marque, il va falloir qu'on exige ça. Voilà, donc on a pris ce temps-là, et moi, c'est très important de le rédiger dans le détail, d'être précis sur les exigences qu'on va imposer au facility. Donc ça, c'est le premier outil. Le deuxième outil qui est très intéressant quand on met en place un facility management, c'est qu'il y a un audit préalable d'installation du facility management. C'est-à-dire que le prestataire qui prend l'ensemble des contrats fait un audit technique de toutes vos installations. Et ça, c'est super, surtout quand on a un bâtiment neuf, mais peut-être quand on a un bâtiment vieux, c'est intéressant aussi, parce que du coup, vous voyez les défauts qui sont tout simplement listés dans cet énorme audit technique, c'était 400 pages. Par exemple, je ne savais pas, j'avais de la boue dans ma plomberie. Mon promoteur m'en avait laissé un petit peu, il avait oublié de me le dire. C'est super parce que du coup, on a nettoyé et on a désormais une plomberie toute saine, sans boue, et du coup, mon chauffage marche mieux. Voilà, donc c'est un deuxième outil intéressant d'auditer sa technique et ses installations. Le troisième outil, quand on a du facility management, mais peut-être quand on a des prestataires, on peut le mettre en place aussi, c'est la GMAO. Donc nous, on a SAM-FM, c'était la proposition de notre facility. Et donc cet outil de GMAO, il permet vraiment le suivi technique entre mon équipe, CAF, et SAM-FM. Avec les ordres qui sont donnés et les retours lorsque les incidents sont réparés ou les interventions sont faites. Pour l'instant, sur cet outil, je n'ai pas encore le volet utilisateur, mais on va le mettre en place. Et du coup, on pourra faire toute la chaîne, c'est-à-dire expression de besoin d'un utilisateur, intervention de mes logisticiens et de mes gestionnaires patrimoine pour confier au facility management, et ensuite vérification par mon équipe que c'est bien fait et que ça correspond aux besoins utilisateurs. Voilà, et du coup,
on est en train de réfléchir à notre offre de service à nous, service logistique patrimoine, aux utilisateurs. Qu'est-ce qu'on leur propose? Et sur quoi on s'engage en termes de délai? Est-ce qu'on s'engage à une intervention en 48 heures, en 24 heures, en 5 jours? Voilà, les questions que nous nous posons aujourd'hui. Et on est autour des thématiques confort et hygiène de l'utilisateur. Il y a un outil, c'est le dernier que je vais citer, c'est le contrat de performance énergétique. On peut, je conseillerais au bout de la 2e année de mise en place du Facility Management, mais on peut le mettre tout de suite en place, avoir adossé au CCTP un contrat de performance énergétique et avoir un dialogue du coup avec le Facility Management d'économie, de chauffage. Ça peut être intéressant, notamment dans nos obligations réglementaires de développement durable. Merci, merci Carole pour ces éléments. Hervé, si vous avez des... Moi, je n'ai pas du tout d'outil, j'en ai qu'un seul, qui est celui qui est en amont, c'est un outil de demande en ligne pour tous les collaborateurs de la CARSAT qui peuvent faire une demande, entre autres une demande de maintenance via cet outil. Donc le demandeur fait une demande, ensuite le responsable de l'équipe technique ou le responsable des agences, suivant pour quel site c'est concerné, prend en compte cette demande, propose un délai d'intervention, parce qu'entre une fuite d'eau importante et puis il y a des choses qui demandent plus de temps, un réaménagement, on indique un délai préalable, envisageable, et puis voilà. Sur l'histoire des délais, ça reste toujours, on essaie toujours de faire au mieux, mais c'est pas si simple la réponse. Moi, je l'ai pas en tout cas. Mais on a cet outil, on l'avait mis en place. C'était un développement interne à l'époque où on voulait être certifié ISO 9001. Voilà, c'est un outil qui sert toujours et qui est vraiment très très utile en interne et qui me paraît essentiel pour au moins recenser, récupérer la demande plutôt que le technicien soit toujours appelé au téléphone pour telle chose, telle chose. Là, on a un réel traçage, un réel suivi. Ça, c'est intéressant. Bien le perfectible. D'accord, merci. Du coup, Frédéric, en complément de ce qui a été évoqué, il y a énormément d'outils qui peuvent être inventés en matière de maintenance, notamment par exemple on peut parler des contrats de maintenance mutualisés. Donc si vous avez plein d'organismes qui se regroupent et qui recrutent un AMO, utilisez un AMO plutôt que peut-être qu'un facility management, suivant les besoins. Ça c'est à calibrer. Mais l'AMO qui est entre guillemets, va suivre de manière très très stricte et scrupuleuse le mainteneur, ça peut être une solution. Là, pour vous donner la nouveauté, parce que effectivement, la rédaction des cahiers de maintenance, c'est pas forcément cahier des charges de maintenance, c'est pas forcément quelque chose de simple. Dans quelques temps, alors j'ai pas la date précise de la mise en ligne, on va avoir un outil de rédaction de CCTP sur le portail de Lucans. Vous aurez un certain nombre d'items à saisir et à partir de là, vous aurez un cahier des charges qui va sortir quasiment tout fait. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir connaissance, et là j'insiste beaucoup, hein, je reprends ce que Carole disait, faut limite que ce soit votre livre de chevet. Limite ça, que vous soyez toujours prêt. Et puis il y aura toujours des petits trous dans la raquette. Et ce qui est intéressant aussi en termes d'outils, c'est surtout, et là j'insiste, c'est au bout de la période d'exploitation, la période de facility, de faire un bilan, de voir où sont les trous dans la raquette et de la réparer. C'est un peu tout ça. Mais là maintenant, c'est surtout beaucoup de logique, de bon sens et d'expérience. Je sais pas si nos deux collègues je partage complètement. Hein. Moi, sont d'accord avec moi. Je partage complètement ce que vous dites sur le CCTP. Moi, je leur dis, vous devez le connaître par cœur. Donc, mais c'est ce qu'ils font. Je peux pas dire le contraire non plus. Très bien, c'est tout le monde d'accord. Et merci du coup Frédéric pour ces éléments supplémentaires donc, qui arriveront, si on comprend bien, alors une date à fixer, mais en tout cas des outils d'aide aussi pour générer ces CCTP.
Il y a on a une chance aujourd'hui, on est dans une institution où il y a des gens qui aiment leur boulot, comme Guillaume, comme Carole, comme d'autres, n'hésitez pas à passer des coups de fil, à nous appeler, nous, au niveau de Lucans, on pourra toujours répondre. Et si on ne sait pas vous répondre, on saura trouver qui va vous répondre. Donc, ne restez pas seul. Quand vous avez un problème, et le meilleur outil, c'est le copain d'à côté. On va le dire comme ça. D'accord, merci pour ces éléments. Donc, on vient de parcourir un petit peu, c'est vrai, les retours d'expérience de chacun sur ces sujets d'exploitation et de maintenance. On voulait vous proposer aussi, comme dernier enjeu à aborder ensemble, la question de l'évolution aussi de ces sujets, notamment avec des besoins immobiliers qui évoluent, avec un recours de plus en plus important au télétravail et l'adaptation qui va avec. Donc, je proposais à nos intervenants voilà, de nous donner aussi des pistes s'ils ont commencé à réfléchir à ces sujets et puis de pouvoir ensuite continuer notamment par vos questions aussi ou vos propres retours de nous partager ça, notamment la question de l'adaptation des espaces de travail. Carole, si vous avez des pistes ou des éléments de réflexion en tête à ce stade. Oui, alors avant de vous donner des pistes ou des éléments de réflexion pour anticiper les besoins futurs, il y a un mouvement là qui est en train d'arriver et qui j'espère ne va pas nous exploser au visage, c'est que le télétravail gagne un terrain fou. Alors nous, dans les Yvelines, on avait de la chance. Nous étions, avant la crise sanitaire, à peu près 50% des collaborateurs à bénéficier du télétravail. Donc on avait déjà un recours important au télétravail. Et là, depuis la crise sanitaire, on est à 99,4% de collaborateurs à télétravailler. En gros, j'ai que le courrier qui ne télétravaille pas. Donc c'est un mouvement de fond très important. Et moi, je me dis, oulala, on a des choix de stratégie dans nos contrats, dans nos CCTP, dans nos maintenances à faire aujourd'hui. Parce que du coup, il va y avoir une incidence sur nos contrats, sur nos surfaces, comment on va les gérer. Voilà. Donc, les éléments de réflexion, je pense qu'il faut qu'on ait, c'est d'abord sur notre structure de bâtiment, est-ce qu'on n'a pas intérêt à avoir des étages sécables? C'est-à-dire, voilà, là on l'a vu, mes 2 sites ne sont pas fermés sur ce deuxième temps de crise sanitaire. Pour autant, en mars, avril, mai, j'ai gardé Versailles ouvert, mais j'ai fermé Mans. Mais j'avais pas forcément dans mes contrats des clauses de mise à l'arrêt ou des clauses de baisse de chauffage. Voilà, donc c'est des questions qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui parce que les contrats de demain, il va falloir qu'on y réfléchisse. Et pareil en technique de bâtiment, je ne sais pas comment on peut, dans des structures anciennes ou dans des structures qui existent déjà, imaginer soit de louer un étage, soit de le couper par rapport aux autres étages. Je pense qu'il faut y réfléchir. Et le deuxième besoin qui pointe son nez, c'est le flex office. Voilà, on commence à y travailler à la fin du mois de janvier. Dans les jours qui viennent, on va ouvrir un groupe de travail interne à la CAF pour réfléchir à l'aménagement des espaces de demain. C'est vrai, je rebondis sur ce que tu disais, Carole. C'est vrai que sur des bâtiments neufs, on peut très bien avoir neuf ou en cours de réhabilitation, avoir une réflexion sur les installations techniques en regardant l'architecture et et en adaptant l'installation de façon à ce qu'il y ait des niveaux ou des parties de bâtiments qui soient sécables, où on puisse enlever du personnel pour le mettre dans la partie qu'on laisse en activité, etc. Sur des installations existantes, c'est plus compliqué, mais il faut déjà faire un gros boulot d'analyse de comment l'installation fonctionne, les installations techniques fonctionnent, et à partir de là, peut-être qu'avec quelques modifications, on arriverait à rendre une partie complètement indépendante. Mais tout dépend de ce que tu as dans l'installation, dans les installations au sens large au départ.
Si par exemple tu as, je sais pas, pour le point de vue électrique, un tableau divisionnaire d'étages, ce qui est assez courant, électriquement, tu peux couper tout un pan de ton étage. Sur le plan du CVC, du CVC, ça dépend de la circulation des fluides, que ce soit de l'eau glacée ou de l'eau de chauffage. Sur la plomberie, pareil, même motif, même punition. Est-ce que tu peux couper juste un bloc sanitaire ou pas? Mais ça peut se faire. Mais il faut analyser, faut vraiment savoir comment l'installation tourne finalement. Exactement, et c'est des questions qu'on ne s'était pas posées jusque-là, et donc on va conduire cette analyse pour essayer d'adapter les solutions en fonction de notre technicité de bâtiment. Alors, il faut savoir que nous, maintenant, dans les programmes de réhabilitation qu'on lance sur des grosses réhabilitations globales au niveau UCANS, on demande à ce que le bâtiment soit sécable complètement. Donc, alors il faut définir quand même la maille, hein, parce que si on doit rendre chaque mètre carré sécable, ça va devenir très compliqué à gérer. Mais par exemple, un demi-niveau, un niveau, suivant les architectures, ça peut être jouable. Il va peut-être falloir travailler sur les futurs besoins en interrogeant aussi les différents services qui nous concernent et puis aussi les organismes voisins pour arriver à créer quelque chose de cohérent. Enfin, je crois qu'il y a besoin d'une grosse réflexion parce qu'on n'en est qu'au préambule. Quand on est en CARSAT, en plus, on a la réforme des retraites qui pointe plus, qui repointera, je sais pas. Moi, je sais qu'on doit réhabiliter tout notre siège et que tout est bloqué parce qu'on sait pas. En fait, on a du mal à définir nos besoins, quoi. J'ai une réunion cet après-midi avec la CNAF sur ce sujet-là. Enfin, moi, je pense que j'aurais peut-être des petits éléments de réponse déjà, je sais pas. Enfin, pour moi, l'image est très floue en tant qu'exploitant d'un bâtiment. Je comprends tout à fait. Après, la question suivante, c'est l'adaptation des contrats. C'est important parce que, comme on l'a dit tout au long de la réunion, le CCTP, c'est quand même la clé et l'arme que nous avons pour que nos prestataires fassent comme il faut et correctement. Il y a l'adaptation des contrats, quelque chose de très évident mais qui n'est pas si facile à paramétrer, c'est le contrat de ménage. Quand on est en télétravail et en flex office, c'est-à-dire que le collaborateur peut utiliser n'importe quel bureau, du coup, vous ne voyez plus le ménage du même œil, parce que, surtout avec la crise sanitaire qui est passée par là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est plus exigeant? Est-ce qu'on exige certaines catégories de produits? Est-ce qu'on distribue des claviers pour que les collaborateurs n'utilisent pas le clavier du voisin? Il faut réfléchir à tout ça aujourd'hui, parce que demain, ça va être là. C'est là, alors la crise sanitaire, effectivement, on est dans un niveau exceptionnel. Mais tu parlais de flex office, par exemple, tout à l'heure. Il peut être facilement organisable, entre guillemets, que tu exploites une partie du bâtiment, j'imagine le lundi, et puis on change par exemple mardi d'étage et que le ménage vient d'être fait pendant la journée dans la partie qui a été libérée. Mais c'est toute l'organisation, la réflexion qu'il faut avoir, et puis il faut embarquer un peu tout le monde dans l'histoire, parce qu'il y a des gens au niveau flex office, quand on leur en parle, c'est pas forcément évident de comprendre quel est le concept. Ça aussi, c'est une question de relation interne. C'est pour ça, donc on va prendre le temps d'y réfléchir, et on a constitué un groupe de réflexion interne avec une représentation de tous les services de la CAF pour prendre le pouls de chaque service, étudier d'abord la définition, ce qu'on est en train de faire avec vous, hein, on est aidé par Lucans pour définir c'est quoi le flex office, parce que on n'y met pas tous la même chose derrière, et c'est vrai qu'on va s'interroger sur ce que tu soulignais, Frédéric, l'utilisation des espaces. Et je pense que c'est pas tout à fait la même lecture. Et le premier réflexe d'un directeur, c'est de se dire ouais, chouette, je passe au flex office et je vais diminuer mes surfaces. Allez hop, j'économise 20% de mes surfaces. Non, la mathématique n'est pas si facile, parce qu'en réalité, les espaces de travail, quand on travaille en flex office, on a d'autres besoins
que du bureau classique ou de la salle de réunion classique. Et il faut y réfléchir pour se dire, mais ça va être quoi mon besoin demain en flex office si je viens sur site? Qu'est-ce que je vais y Oui. faire? Voilà, donc il faut prendre le temps d'y réfléchir. Et du coup, une fois qu'on a cette structure de travail, ce paysage qui a été dessiné, il faut qu'on revisite nos contrats, nos maintenances pour les adapter. Exactement. Après, l'endroit où c'est le plus difficile, tu le citais, c'est tout ce qui est maintenance, notamment CVC. C'est comment je peux faire intervenir mon prestataire en disant, écoute, il faudrait mettre en réduit l'étage numéro 4. Voilà, c'est simplement ça. D'arriver et de dire, où est-ce qu'on peut le faire à distance aussi? Alors, très bonne question, parce que sur le travail à distance et le travail à domicile, moi j'ai un nouveau besoin là, qui arrive, c'est que les collaborateurs maintenant commencent à me demander des installations à domicile. Alors le PC portable c'est normal, hein, la souris, le clavier, éventuellement le deuxième écran, pourquoi pas. Mais j'ai désormais des demandes de sièges ergonomiques, de souris adaptées, de tapis pour les pieds antidérapants. Voilà, donc je trouve que c'est bien. Enfin, il faut aider les collaborateurs à être dans des conditions de travail confortables. Mais ça pose des questions de disponibilité budgétaire, parce que si on finance pour un, il faut financer pour les autres. On est bien d'accord. Voilà, donc ce sont des questions qu'on examine aujourd'hui et qu'on chiffre pour pouvoir offrir plus de confort à nos collaborateurs. Merci. Est-ce que vous avez d'autres éléments à ajouter qu'on aurait vu au fil de l'eau ou sur ce sujet-là spécifiquement? Sinon, effectivement, on arrive à la fin de ce temps d'échange avec nos intervenants. Comme je vous l'ai dit en début de webinaire, on va pouvoir aussi maintenant échanger avec le chat, avec les questions-réponses les questions, pardon, on va y apporter les réponses, on espère, qui ont été partagées dans le chat. Mélanie, si tu as des questions à poser à nos intervenants avec le chat, à toi. Oui, donc effectivement, il y a eu beaucoup de questions et d'échanges au niveau de la conversation et on vous remercie. Je vais repartir du début, hein, donc les premières questions sont arrivées au niveau de l'enjeu numéro 2 sur les formations. Alors, Carole, je pense que c'est plutôt pour vous. On nous demande si vous pouvez indiquer quel est votre prestataire de facility management. C'est Angie qui a été retenu après l'appel d'offres. On a eu 6 postulants, 3 qui rentraient dans les critères, et finalement, on a donc sélectionné Angie. La seconde question est, je pense, pour vous deux, les mises en concurrence de vos marchés de maintenance sont effectuées à quel rythme? Généralement, tous les 4 ans. Et pour compléter, nous, ce que nous faisions lorsque nous étions en contrat, on faisait 2 ans renouvelables 2 ans. Et c'est ce qu'on a fait aussi là pour le Facility. Enfin, nous, c'est un an renouvelable 3 fois. Oui, on est sur des niveaux assez classiques. Pour faire un focus un peu plus sur le CVC, il faut bien prendre en compte qu'il y a quand même une année qu'on appelle l'année de prise en main, où l'installation, le nouveau mainteneur va découvrir l'installation. Alors si c'est le même que préalablement, ça arrive, hein. Ils sont pas hyper nombreux à pouvoir gérer des installations comme les nôtres sur la place. C'est plus facile. On est bien d'accord sur le sujet, mais en général, il y a un temps d'adaptation, à prendre en considération. Donc toujours sur l'enjeu par rapport aux formations et aux équipes. Après, c'était pas forcément des questions, mais plutôt des
des remarques de la part de certaines personnes, mais ça a été évoqué d'une certaine manière, c'était aussi le lien qu'il pouvait y avoir entre vos équipes et les managers des équipes occupantes, notamment en termes de communication, et aussi sur l'aspect relationnel, le besoin de faire un retour, un débrief ou le bilan des actions menées sur les aspects factuels. Moi, je veux bien répondre sur les éléments relationnels, quoi. Comme je vous disais tout à l'heure, l'aspect relationnel avec les responsables de service, c'est quelque chose d'essentiel. Moi, j'ai un responsable technique qui fait ça très bien. En plus, souvent, il y a un petit peu de bagarre, tout le monde veut un peu plus de surface pour s'implanter. Il est très équitable, donc il est reconnu pour ça. Ça se passe globalement bien, quoi. Mais c'est très, très, très important. Je pense que le jour où cette personne part à la retraite, il va falloir trouver quelqu'un qui ait cette compétence, enfin ce savoir-être, ce savoir-faire en même temps. Et ça, c'est un point essentiel pour qu'il n'y ait pas de discorde, qu'on soit reconnu comme étant juste, quoi. C'est le ressenti que j'ai en tout cas. Même chose chez nous, l'équipe, enfin en tout cas le manager a à cœur d'être en relation permanente avec les autres managers. Il y a un esprit service avec des gestions de crise lorsque c'est nécessaire, hein, s'il faut intervenir en urgence, ce qui arrive quand il y a des incidents techniques. On le fait sans souci et on est toujours... Alors peut-être qu'on le fait un peu moins, c'est le retour ensuite. Mais là, on est en train d'y travailler pour qu'il y ait forcément, avec l'offre de services que nous allons mettre en place et l'outil que nous allons ouvrir aux utilisateurs, il pourra y avoir ensuite, vous savez, les petites étoiles où je suis satisfait ou je ne suis pas satisfait par rapport aux interventions. Ça permettra à mon manager d'avoir cette approche un peu de notation et d'amélioration. Mais j'allais dire d'une manière générale, est-ce que je pose la question en termes de, par exemple, vous avez une demande d'intervention, que ce soit Carole ou Hervé, vous avez une demande d'intervention, la personne dit j'ai une prise électrique qui marche plus, n'importe quoi, hein, je donne cet exemple. Une fois que c'est réparé, si la personne n'était pas là, comment est-ce que vous communiquez avec elle en disant écoute, c'est fait, je commande une pièce, je suis obligé de commander une pièce, donc il va falloir attendre un petit peu. Comment ça se passe exactement? Moi, je pose la question parce que je suis un peu curieux. Nous, c'est notre outil de demande en ligne, justement, qui nous permet de clôturer la demande et qui permet de ce dialogue avec le service. D'accord. Même chose. Ok. Donc il y a quand même un retour qui est fait régulier et... à la personne demandeuse. Voilà. C'est comme un outil... Pardon. Non, vas-y, Carole. C'est comme un outil de ticketing informatique, hein, c'est la même chose. C'est-à-dire Oui. qu'il y a un ticket qui est ouvert et lorsqu'il est fermé, soit il y a un commentaire et le ticket n'est pas fermé, parce qu'effectivement, là, il faut commander une pièce ou il y a une intervention particulière qui est programmée. Et sinon, le ticket est fermé, ça veut dire que c'est réparé. Et nous, l'outil permet éventuellement au demandeur de faire une réclamation par rapport à sa demande, s'il n'est pas satisfait, s'il y a une remarque à faire, quoi. Et ensuite, on analyse les demandes. Généralement, les gens en font pas trop. Enfin, ce sont des collègues, en fait. Donc, on a mis l'outil en place d'un point de vue théorique par rapport à l'ISO 9001. Mais dans la vraie vie, les gens s'expliquent par téléphone et bon, ça se passe bien, quoi. Enfin, je n'ai pas de mauvais échos. Ok. Après, quand on a des projets de réaménagement, de déménagement, de réorganisation, ce qui arrive assez régulièrement dans nos organismes, hein, très souvent. Voilà, donc il faut réaménager dans tous les sens parce que il y en a 3 de plus et d'un autre côté il y en a 3 de moins, etc. Là on applique la méthode de conduite de projet, c'est-à-dire que mon manager va travailler avec tous les services concernés, avec des étapes, des réunions régulières pour préparer le terrain. Être dans un agenda très précis et déménager les gens en week-end en général. Et puis après, on fait toujours un retour d'expérience. Merci pour vos retours. Il y avait une question aussi, toujours pour vous, Carole, apparemment le facility management interroge beaucoup. Concernant le décret tertiaire, est-ce que vous avez travaillé sur votre plan d'action avec votre prestataire?
pas encore. Nous allons le faire, puisque mon objectif, c'est de finir ma 2e année de Facility de Management pour être sûr que la prise en main technique, elle est bien. Parce que ma première année, si vous voulez, c'était tous mes contrats qui basculaient en Facility. Donc, leur ai laissé le temps de prendre en main chaque contrat. Ma 2e année, je veux m'assurer qu'ils maîtrisent tout. Et en parallèle de ma 2e année, je vais négocier un contrat de performance énergétique. Donc, je n'ai pas encore commencé. Mais je vais le faire. Je ne sais pas si je réponds à la question. Non, mais je pense que c'est bon. De toute façon, avec votre... ça créera votre plan d'action d'une certaine... C'est ça, pour 2030 et 2050. Alors après, c'est plus une interrogation, j'ai envie de dire, globale. C'était de savoir si c'était possible de mettre en ligne ou de partager du moins les CCTP, les CCAP sur la maintenance, mais je pense d'une manière plus générale, c'est pas forcément adressé qu'à vous, Carole et Hervé, pour justement les réflexions qu'il y avait sur la conversation de ce webinaire, c'était de pouvoir lire d'autres CCTP, CCAP et pas forcément avoir un modèle type, mais pour voir certaines spécificités, certaines idées qui pourraient être reprises. Donc je pense que c'est plus une généralité, pas forcément une question, mais une idée à avoir en tête. Ah, mais si les gens veulent partager sur le YouRéseau, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça et toute idée est bonne à prendre. L'important, c'est de se poser la question de ce qu'on veut quand on rédige un CCTP et ce qu'on met en face pour y arriver. Ce qu'on veut, par exemple, est-ce que je veux... alors, pour ma branche, moi, je parle du CVC, vous allez me dire, je radote, mais est-ce que vous voulez une personne à demeure, H24, 7 jours sur 7, avec des interventions sous une demi-heure, quel que soit le pépin, ce qui va coûter très cher, ou est-ce que vous avez juste besoin d'une personne par semaine qui vienne vérifier que l'installation tourne bien, et qui reparte et qui n'a fait que 1 ou 2 heures d'intervention? Et donc, entre cet espace-là et cet espace-là, il y a un grand monde de choses que vous pouvez rajouter ou enlever. Et donc, il faut vraiment se prendre le temps de se poser les questions de ce dont on a vraiment besoin et ce qu'on voudrait, ce à quoi on va contraindre, entre guillemets, ou en tout cas ce qu'on va exiger du mainteneur. Maintenant, je crois que quand on rédige un CCTP, on a quand même besoin d'une aide technique quelquefois, parce que on est d'accord. Quand on a besoin, par exemple, de rédiger un CCTP, je prends sur la maintenance des ascenseurs, il y a quand même une partie réglementaire qui ne s'invente pas. On peut pas non plus devenir spécialiste des ascenseurs et de tout comme ça en 5 minutes. Donc, pouvoir revoir ce que d'autres collègues ont fait et qu'est-ce qu'ils ont pris en considération. Et puis, il y a plein d'idées à prendre, et même sur les pénalités, parce que les pénalités sont pas toutes les mêmes en fonction de la table, de la panne, de plein de choses. C'est intéressant. Moi, je pense que ce serait intéressant d'avoir un outil qui nous permette d'avoir déjà toute la base réglementaire. Après, pouvoir aller pomper dans les dossiers des collègues pour prendre des idées qui nous paraissent utiles pour notre CCTP, je pense que ça peut être très très intéressant. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on réinvente un peu la poudre. On essaie, moi je sais que je suis arrivé à la CARSAT il y a 15 ans, j'ai récupéré des dossiers de mes vies précédentes que j'ai essayé de réintégrer, etc. Certains dossiers, j'ai été trouvé très bien faits, d'autres, franchement, très, très légers. Maintenant, les miens, j'en suis content, mais quand on se regarde tout seul, on est toujours content de ce qu'on a fait. Ou alors c'est qu'on n'a pas envie de travailler correctement, mais moi j'aime bien être relu pour qu'on me dise tu aurais pu améliorer ça, puis j'aime bien aussi regarder ce qu'ont fait les autres, parce que c'est quand même les autres, ils font des choses vachement bien aussi, quoi. Donc je sais pas si Lucas pourra nous proposer un outil rapidement pour l'aide de rédaction, et puis une base aussi, parce que je vois le réseau U, moi je commence à vieillir, mais donc le réseau U, tout ça, je vois des choses passer, mais quand on reçoit aussi 20 messages dans la journée de quelqu'un qui demande un CCTP,
On se dit, ça s'arrête quand, là? Bah, en tout cas, l'outil, on est d'accord, on est des fois noyé sous le flot d'informations et c'est pas forcément, on n'a pas forcément le temps de faire le tri entre ah bah tiens, je vais regarder ça, je vais piocher ça. Mais l'outil qu'on va mettre en place, c'est un rédacteur de CCTP, mais sur de la maintenance multitechnique. Donc un seul contrat, et puis on choisit les items qu'on veut avoir. Par exemple, si j'ai pas d'ascenseur, enfin l'ascenseur c'est le mauvais exemple parce que on a un marché de maintenance des ascenseurs qui est à part au niveau de la centrale d'achat, mais si par exemple j'ai pas de SSI, je décoche la case SSI, ça n'apparaîtra pas. Et tout ça est rédigé suivant la dernière norme en vigueur. Et on remettra à jour régulièrement. Après, il ne faut pas hésiter à relire. J'invite les gens à lire et à relire ce CCTP. Et s'il y a des questions qui surviennent, je ne comprends pas. Il ne faut pas hésiter à envoyer un petit message, à nous passer un coup de fil. Et à partir de là, on pourra y répondre. On vous donne pas l'outil et on vous laisse voguer dans la nature. Tant qu'on est dans le partage, entre guillemets, de bonnes pratiques et de documents, est-ce que vous avez des interlocuteurs qui sont bien identifiés pour chaque site, de type, entre guillemets, responsable relais immobilier? Est-ce que vous avez une fiche de poste de responsabilité associée qui définit bien leur rôle? Oui, je peux peut-être répondre si vous voulez. Donc, il y a deux choses dans la question. Enfin, il y a deux éléments à distinguer. C'est d'abord la responsabilité patrimoine et logistique qui reste la responsabilité des collaborateurs qui sont en charge de ce sujet-là. Et donc, au sein de mes deux sites, ils sont présents systématiquement. Donc, j'ai un des gestionnaires logistiques qui est... j'en ai deux, donc j'en ai un à Mantes et un à Versailles. Et mes deux gestionnaires patrimoine, par contre, sont à Versailles. Mais ils sont amenés à aller sur site. Et il y a systématiquement une permanence de logistique sur chaque site. Il y a toujours un logisticien qui est présent. Ça, c'est une chose pour les interventions. La deuxième, la personne parlait de responsabilité de site. Pour moi, ce sont des missions différentes. La responsabilité de site, ça veut dire si jamais il y a un incident, il faut qu'il y ait un relais, soit par un agent de direction qui va gérer l'incident, et sur le second site, en tout cas quelqu'un qui représente la direction. Nous, on a une lettre de mission pour ça, qu'on a formalisée. Alors à Versailles, c'est le siège, donc il y a toujours un directeur qui trénouille, donc il va pouvoir gérer l'incident. Et on est tous formés, en tout cas, à la gestion de crise, à la sûreté, à la sécurité, au niveau des agents de direction. Et sur le second site, donc on a une mission de responsabilité de site qu'on a confiée à un manager, mais qui n'a pas la responsabilité patrimoine et logistique. Il a la responsabilité de représenter la direction sur le site. Voilà, pour moi, c'est deux choses différentes. Je ne sais pas, Hervé, si vous voulez intervenir ou... Non. J'avoue, j'ai oublié un peu la question. J'ai eu un moment d'évasion. Il n'y a pas de souci. Je peux vous la... J'étais plutôt sur les référentiels emploi et compétences au départ. Je ne sais pas si c'était ça la question. C'est plus sur une fiche de poste ou de responsabilité associée pour bien définir justement le poste de ceux, et encore une fois, je remets les guillemets, responsable relais immobilier. Nous, à la CARSAT, on a des référentiels emploi et compétences, mais ça reste un peu... En plus, comme on est les gens... Là, c'est un niveau cadre, c'est assez généraliste, quoi. C'est pas... Et puis, je l'ai pas bien en tête, là. J'avoue être un peu sec sur la question. Il n'y a pas de souci. Après, on était plus sur des échanges pour l'enjeu 4
qui était sur anticiper les futurs besoins immobiliers. On a eu beaucoup d'échanges sur justement ce que les autres organismes sont en train de faire. Donc, on a eu, il y a des organismes qui sont en train de travailler sur une location des bureaux à des tiers à la suite du développement du télétravail. Il y a eu aussi une réflexion, et c'est ce que vous disiez, Hervé, sur le fait de voir en inter-organisme, parce que sur un même secteur géographique, il y a des structures voisines et on pourrait du coup voir pour partager, optimiser les surfaces. Et donc, voilà, il y a des projets qui sont en train d'être conçus pour recevoir des collègues d'autres organismes, d'autres branches, ou de louer des structures à des partenaires. Donc, voilà, on était plus sur effectivement des retours d'expérience des participants et on vous remercie parce que ça aide à avoir de nouvelles idées. Alors, il y a de nouveaux messages qui arrivent au fur et à mesure. Il y avait un message aussi sur des exemples d'applicatifs permettant de suivre les consommations et les coûts d'entretien des bâtiments. Il y en a plein sur le marché. La première base, je dirais, c'est déjà d'essayer d'avoir un outil de GMAO, si possible, qui est quand même un truc assez super. Au niveau du suivi des consommations, tout dépend de ce que vous voulez en faire. Si c'est de la relève automatique, si c'est un vrai plan de comptage, là il y a peut-être plus de choses à regarder, mais on peut en discuter. Il n'y a pas de problème. Et pour les coûts d'entretien des bâtiments, est-ce que vous avez quelque chose qui vous permet de suivre les coûts d'entretien des bâtiments ? On a un outil qui est, nous on fait des remontées, je ne sais pas si pour les gens de la CNAV, on fait, je ne sais plus comment ça s'appelle l'outil, j'ai trop de mémoire, mais on a un outil sur lequel, en plus on a un logiciel comptable qui est le même pour toutes les CARSAT, qui récupère un certain nombre de choses et on alimente l'outil, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais oui, moi, c'est pas l'aspect qui m'intéresse le plus, j'ai cette faiblesse. Mais oui, si je veux avoir l'information, je peux l'avoir facilement. J'ai aussi toutes les consommations d'énergie par bâtiment, etc. Alors, au niveau de l'outillage, donc effectivement, on a l'obligation de toute façon de remplir le RIOS. Oui, donc voilà, Rhapsody, avec la partie RIOS et la partie PERLS. C'est exactement les mots que je cherchais. Voilà. Mais bon, c'est un outil qu'on remplit une fois par an et qui permet à nos caisses nationales respectives d'avoir la vision globale de nos coûts. Après, si vous cherchez quelque chose d'un peu plus détaillé, alors pour le suivi des contrats, il y a G-Contrat, et sinon il y a G-Economa, mais c'est plutôt sur l'approvisionnement, c'est pas tellement sur les coûts. Voilà. Et sinon, en termes de suivi budgétaire, nous, on utilise un outil de simulation budgétaire que la branche famille a ouvert au CAF. Je ne sais pas pour les autres branches. Qui permet d'enregistrer et de projeter. Et si je peux me permettre d'ajouter, pour les suivis des consommations, Lucans est en train d'acquérir un outil de gestion des fluides pour suivre les factures alors qui sont liées au marché. Donc, pour le moment, on est uniquement sur l'électricité et le gaz et pour les organismes et les points de livraison se trouvant dans les marchés d'énergie. Effectivement, on est en train d'acquérir ça pour permettre par la suite aux organismes d'avoir le suivi des consommations. Alors après, comme disait Frédéric, tout dépend de ce que vous souhaitez faire en suivi de consommation. Ça ne sera pas un plan de comptage, quoi. C'est le premier niveau d'un plan de comptage. C'est le premier niveau. Mais c'est vrai que la question est intéressante parce que par rapport à nos obligations futures du décret tertiaire, on a tout intérêt à s'outiller pour bien mesurer un peu plus qu'aujourd'hui.
Ouais, mais ça, visiblement, ils ont leurs propres outils pour ce genre de choses. Pierre, je ne sais pas, il est déjà 35. Oui, effectivement, merci pour toutes vos questions, merci pour les réponses aussi, surtout apportées à ces questions. Donc, effectivement, on arrive à la fin du temps de notre webinaire de ce matin. Donc, merci à nos intervenants, merci à vous pour votre présence aujourd'hui, pour vos questions. Donc, comme je vous le disais en introduction, donc, le webinaire a été enregistré, donc on va traiter cet enregistrement et puis le partager. Tout comme également un petit compte-rendu de ce qui a pu être dit et des questions auxquelles nos intervenants ont pu vous répondre. Merci à tous. Pour des questions sur le programme, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse contact Impulsion 2021 pour si vous avez voilà, des inscriptions à faire pour les MOOC ou ce genre de choses. Et puis nous, on n'hésitera pas à vous partager d'autres événements de ce type-là et d'autres supports. Donc voilà, merci à tous, très bonne journée et à bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Merci à Au tous. Bonne revoir. journée. Merci Au revoir. à tous. Et à tous et bonne journée.